rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Guinée vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement veut impliquer tous les partenaires dans la mise en place de comités techniques interpartis. Une rencontre vient de se tenir afin de consolider l'inclusivité autour des consultations à venir. Nous serons à Kobaya Plateau, dans la commune de Sonfonia, où la population bénéficie désormais d'un centre de santé amélioré. L'infrastructure est inaugurée, un souffle nouveau pour les habitants, un pari de gagner pour les autorités du ministère de la Santé. C'est un pas de plus vers le renforcement des capacités administratives en Guinée. Un nouveau bâtiment va être construit pour le ministère des Télécommunications. Le futur édifice va abriter 3 directions et permettre d'améliorer les conditions de travail des agents. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous allons, pour entamer ce journal, prendre la direction de la Côte d'Ivoire qui vient de célébrer, vous le savez, le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. En marge des festivités, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a effectué une visite sur plusieurs sites de gestion et de valorisation des déchets solides à Abidjan. Objectif s'inspirer du modèle ivoirien pour renforcer la politique nationale en matière d'assainissement et de salubrité publique. Reportage Ousmane Bangoura, Almami Ousmane Kobele Keita. Après les cérémonies officielles à Bouaké, cap sur Abidjan pour le ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, et du ministre ivoirien de l'assainissement et de l'hydraulique, Bouaké Fofana, est rendu sur des sites emblématiques de traitement et d'enfouissement des ordures solides. Première étape, l'ancienne décharge d'Akwado, située à quelques kilomètres du centre-ville. Je dis aux villageois d'Akwado qu'on peut transformer une poubelle en vitrine. Hier, Akwado était une poubelle. Aujourd'hui, c'est une vitrine que nous souhaitons montrer à tout le monde. On avait promis aux villageois d'en faire un parc urbain avec des retombées sur le village, des équipements sociaux. Aujourd'hui, c'est chose pratiquement faite. On n'est pas encore en fin de chantier, mais on est presque à la fin. Montrer qu'effectivement c'est possible. Et nous sommes prêts vraiment à partager cette expérience avec nos frères de la Guinée. Au moins, on va leur dire ce qu'on a fait et puis les erreurs qu'on a pu faire. Disons qu'on est parti d'un massif de déchets d'environ d'une hauteur de 10 à 40 mètres. Ce massif a été remodelé en plusieurs parties, en 3 zones environ. Ces zones ont été recouvertes d'une membrane imperméable sur laquelle on a mis de la terre végétale pour confiner l'ensemble. Donc la première étape, c'est confiner, faire en sorte que les nuisances olfactives, tout ce qui concerne les ordures, disparaissent. Ce site, autrefois à ciel ouvert, est aujourd'hui un modèle de réhabilitation écologique. Une expérience qui intéresse la Guinée, engagée dans un processus similaire avec en ligne de mire la fermeture de la décharge de Dar es Salaam à Conakry. Direction ensuite le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossioin, présenté comme la première unité de gestion écologique des déchets solides en Côte d'Ivoire. Si nous voulons, nous pouvons. Et la décharge d'Akwado, qu'il a qualifiée de poubelle, c'était réellement une grande poubelle, est devenue maintenant un espace très attractif du fait des transformations qui ont eu lieu. Donc en venant ici, c'est de lancer un message à nos compatriotes, surtout ceux qui habitent la décharge, aux environs de la décharge de Dar es Salaam, pour leur dire que le gouvernement est entièrement focus sur l'objectif de fermer cette décharge, de la transformer de telle manière que dans quelques années, que ce soit vraiment l'un des endroits les plus agréables, les plus appréciés de la ville de Conakry. Donc nous sommes à la recherche de solutions idoines et comme l'a dit le ministre, nous sommes également très attentifs à l'écoute des erreurs que nous allons anticiper pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et de ce point de vue, je pense que c'est une excellente chose. À côté de nous, des frères ont eu les mêmes problèmes, ont trouvé les solutions
à nous aussi de nous en inspirer pour apporter à nos populations un meilleur cadre de vie pour que tout se passe dans un environnement tout à fait agréable de convivialité et de faire de Conakry une ville propre, une ville agréable, une ville où il fera bon vivre. Pour la Guinée, l'exemple ivoirien est une source d'inspiration sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La salubrité publique et la protection de l'environnement sont désormais érigées en priorité nationale. Et puis la Guinée vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, implique les partenaires techniques et financiers ainsi que les ambassades dans la mise en place du comité technique interparti. Il s'agit de créer un espace de dialogue entre les différents acteurs afin d'aboutir à un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Après les partis politiques, c'est le tour des partenaires techniques et financiers, le corps diplomatique représenté en Guinée, de participer à cette deuxième journée de la session du projet mis en place du comité technique interparti. La Direction générale des élections, en sa qualité d'animatrice technique du futur comité technique interparti que nous voulons bien mettre en place avec toutes les parties prenantes au processus électoral, nous mesurons la portée de notre rassemblement aujourd'hui et nous sommes disposés à co-construire avec les partenaires techniques et financiers que vous êtes. Pour matérialiser l'inclusivité du processus d'organisation des futures échéances électorales, plusieurs ambassadeurs et représentants d'organisations internationales partenaires à la Guinée ont pris part à cette rencontre. On a bien pris note de la définition d'une démarche méthodique. Ça va sans doute permettre d'engager de façon aussi un peu plus prévisible, je dirais, et planifiée les différentes démarches d'engagement qui ont eu lieu et les dialogues qui se poursuivent depuis toujours. La France s'inscrit complètement dans ce que vient de dire l'Union européenne. Nous saluons le travail accompli par les autorités depuis le début et les étapes franchies vers le retour à l'ordre constitutionnel. Bien entendu, nous encourageons toutes les qui favorisent l'inclusivité et la transparence du processus et le partage aussi d'informations à la communauté internationale. Et puis nous restons toujours disponibles. Le gouvernement guinéen, pour sa part, se dit résolument engagé à préserver la paix à travers un processus électoral transparent et crédible. En tant que ministre du Plan et de la Coopération internationale, je tiens à réaffirmer ici que le succès de cette transition dépendra en grande partie de la qualité de notre dialogue, de la crédibilité de nos processus et de notre capacité à bâtir des consensus solides au service de la paix, de l'intérêt supérieur de la nation. C'est le lieu pour moi de remercier, au nom du président de la République, du gouvernement et de tout le peuple de Guinée, les organisations internationales et les amis qui n'ont ménagé aucun niveau pour nous soutenir pendant cette transition. Cette initiative n'est pas un acte isolé. Elle est l'aboutissement logique d'une démarche méthodique visant à restaurer la confiance et à asseoir le processus électoral sous des fondations techniques solides. Cet espace de dialogue voulu par les autorités guinéennes va permettre à ses partenaires techniques et financiers et l'ensemble des parties prenantes du processus d'accéder à l'ensemble des informations sur les préparatifs d'un retour à l'ordre constitutionnel transparent et apaisé. Dans l'actualité encore, la 5e promotion semi-directe de l'École nationale des sous-officiers d'active de Manéa a été officiellement présentée à son parrain aux messes des officiers du camp Almami Samori Touré, un moment solennel dirigé par le ministre de la Défense nationale en présence des cadres civils et autorités militaires fortement mobilisés pour la circonstance. Enfin, le point avec adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. Le mess des officiers du bataillon du quartier général a vibré au rythme d'une cérémonie à haute portée symbolique. La présentation officielle de la 5e promotion semi-directe de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Mania en soi à son parrain. Un événement solennel placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, en présence des autorités civiles et militaires.
Monsieur le parrain, votre nom a été choisi pour incarner nos valeurs et nos aspirations qui nous inspirent à repousser nos limites. Le directeur de l'École nationale des sous-officiers d'active a rappelé les valeurs cardinales de l'école et l'intérêt que suscite ce lien de parrainage entre l'expérience des aînés et l'élan de la jeunesse militaire. L'École nationale des sous-officiers d'active a pour vocation la formation des sous-officiers des forces armées guinéennes. Nous, héritiers de cette école aujourd'hui, à travers l'archivage et les bases solides qu'il a réussi à mettre en place, nous sommes en train de construire sur ce qu'il a déjà eu à faire. Le parrain de la promotion, dont l'exemple inspire l'ensemble des stagiaires, a exprimé sa fierté d'accompagner cette nouvelle génération de sous-officiers. Le choix porté sur ma modeste personne pour parrainer cette 5e promotion de l'Ansois témoigne de la grande sollicitude dont je bénéficie de la part des autorités et de la bonne collaboration qui caractérise nos relations de travail et de fraternité. Je mesure la dimension et la portée historique de cette distinction et saurai non seulement m'en souvenir, vous en rester infiniment reconnaissant. Dans un discours plein de sens, le ministre de la Défense nationale est revenu sur le choix du parrain, saluant une décision judicieuse. Si vous, à partir de votre âge, vous commencez par la gratitude envers votre ancien instructeur, votre ancien directeur, je suis ravi. Les sous-officiers constituent la cheville ouvrière de l'armée. Ne rêvez pas d'être officier. Allez dans une école d'officiers. Cette cérémonie, c'est aussi ce moment d'émotion et de fraternité, partagé avec les familles qui ont exprimé leur gratitude au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Symbole de la montée en puissance des forces armées guinéennes, cette nouvelle promotion incarne l'espoir d'une armée professionnelle. Fiers de leur parcours et soutenus par leur famille, ces jeunes sous-officiers s'apprêtent à écrire une nouvelle page de l'histoire militaire de notre pays. Et pendant ce temps, à l'Office guinéen de publicité, le conseil d'administration félicite la direction générale pour les résultats obtenus en 7 mois de gestion, des résultats qui auront permis de faire face notamment à la crise que la structure a connue l'année dernière. Il est désormais demandé aux responsables de l'OGP de proposer un plan de développement encore plus ambitieux. C'était au cours de la session extraordinaire du conseil d'administration qui s'est tenue hier ici même à Conakry. Tcherno Ousmane Diallo. Progressivement, la situation à l'Office guinéen de publicité s'améliore. Le constat du conseil d'administration est sans embâche. L'OGP est sur la bonne voie. L'an dernier, l'Office a connu des moments difficiles caractérisés par une gestion avec des manquements. Plus que jamais, l'OGP souhaite tourner cette page et s'inscrire dans une dynamique de progrès. Cette session extraordinaire du conseil d'administration marque ainsi une étape importante dans cette évolution avec une analyse de la situation dont a hérité l'actuelle direction générale. Nous avons noté que les choses évoluent bien. Nous avons une direction aujourd'hui qui est à l'écoute du CA et les résolutions sont régulièrement suivies. Nous saluons déjà la lancée empruntée par la direction, mais nous espérons que lorsque nous aurons le plan de relance entier que nous demandons, les choses pourront aller de l'avant. Pour stabiliser la situation à l'OGP, la direction générale avait élaboré un plan d'urgence de sortie de crise. 7 mois après, la structure renaît, la confiance est rétablie avec les travailleurs et partenaires, mais la prudence est de mise pour maintenir le cap et définitivement remonter la pente. C'est une session extraordinaire qui a été convoquée pour notamment valider les états financiers de l'exercice 2024. L'exercice, je rappelle, lequel nous ne sommes pas comptables parce que nous avons été nommés en fin d'année 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Grâce au soutien du Conseil d'administration, grâce au soutien de nos ministres de tutelle et sur le Premier ministre et du chef de l'État, l'OGP est en train de sortir la tête de l'eau. Le Conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité entend maintenir un suivi rigoureux et régulier afin surtout de permettre
permettre à l'OGP de contribuer au financement des projets de l'État et servir de modèle en matière de gestion avec une direction générale qui montre des gages de réussite. Et puis les investisseurs allemands poursuivent leur mission en Guinée. Depuis leur arrivée la semaine dernière, la société R2 Investment et son partenaire local multiplient les rencontres. La mission était ce jeudi au ministère de la Justice pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Marie-Angélique Bangoura. Reçue en audience par le ministre de la Justice, Maître Yaya Kairaba Kaba, la délégation allemande de R2 Investment GmbH poursuit son agenda de prospection. Objectif, mieux cerner les priorités du pays et identifier les secteurs à fort potentiel, infrastructures, agriculture, énergie, services publics. Ces opérateurs économiques sont porteurs de projets qui s'inscrivent parfaitement en harmonie avec la stratégie de développement de la République de Guinée, initiée et pilotée par le général Mamadi Doumbouya, le président de la République. Ils ont des projets dans le secteur des transports, de la logistique, dans l'agro-industrie. Et ça, ils nous ont donné quelque chose qui nous a impressionné. Le projet de construction d'une usine de sucre en République de Guinée, ça va être vraiment une première. Déterminés à s'implanter durablement en Guinée, R2 Investment GmbH et BTC Sarlu ont aussi soulevé la question des garanties juridiques, essentielles à la mise en œuvre de leurs projets. Moi, étant entrepreneur local qui est disposé d'accompagner le président de la transition avec sa noble mission pour la restauration de la démocratie dans notre pays et qui est garantie aujourd'hui avec ses partenaires par la justice guinéenne et le ministre de la Justice, il attire l'attention de nos partenaires. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur investissement en République de Guinée. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération guinéo-allemande. Des échanges jugés francs et constructifs qui pourraient déboucher sur des projets structurants pour le développement du pays. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Sonfonia. Le centre de santé amélioré de Kobaya Plateau a ouvert ses portes. Plusieurs services sont opérationnels dans cette infrastructure. La cérémonie de son inauguration s'est déroulée ce matin en présence du ministre de la Santé, accompagné d'autres membres du gouvernement et des conseillers à la présidence de la République. Thierno Maroufba, Mohamed Ampati Kamara. Dans le quartier Kobaya Plateau, un grand pas vient d'être franchi dans l'offre de soins de proximité. Désormais, les populations vont bénéficier des soins dans ce centre de santé amélioré, aujourd'hui opérationnel. Cette infrastructure sanitaire, la plus grande de la commune de Sonfonia, va assurer la prise en charge des accouchements sécurisés, la vaccination, la promotion de la santé maternelle, néonatale, infantile et communautaire. Cet édifice public est baptisé Centre de santé amélioré Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République. Nous sommes d'avoir ce centre de santé aujourd'hui qui est capable de faire des césariennes, une maternité bien équipée et tous les soins qu'il faut pour les enfants et les femmes enceintes. Nous sommes très contents et nous les remercions. Ce centre de santé appartient à la communauté de Sonfonia et nous allons en prendre soin. Financièrement par le budget national de développement, ce centre de santé amélioré est l'aboutissement de l'engagement des autorités à rapprocher les populations des structures sanitaires. Une volonté inscrite pleinement dans le cadre du programme Simandou 2040 dans son pilier 5, santé et bien-être. Sous l'impulsion du CNRD, notre pays connaît une transformation structurelle majeure dans laquelle le secteur de la santé est placé au cœur des priorités nationales. L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui en est une illustration parfaite. Ce centre de santé amélioré est une pierre de plus à l'édifice d'une Guinée nouvelle, plus juste et plus solidaire. Je reste convaincu que ce centre de santé amélioré sera un lieu de guérison, de réconfort et d'espoir pour des générations de Guinéens. En tout cas, c'est mon souhait le plus ardent au nom de Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence. C'est pourquoi nous confions ce bijou au personnel de santé qui doit y servir, afin que son éclat reste et soit renforcé grâce à un entretien de qualité des infrastructures.
À l'image de ce centre de santé amélioré, Madame Lauriane Doumbouya de Kobaya Plateau, d'autres structures verront le jour bientôt dans la capitale et à l'intérieur du pays. Et c'est également à Kindia et à Boké une lueur d'espoir pour les femmes autrefois victimes de fistules obstétricales. Désormais guéries, elles bénéficient d'un accompagnement initié par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. L'objectif est de favoriser leur réinsertion sociale et économique à travers le fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles. Mohamed de Camara. Parmi les 100 femmes guéries de fistules obstétricales, les femmes des régions administratives de Kindia et de Boké, à l'image de celles de Conakry, elles bénéficient d'une prise en charge gratuite. La démarche permet à ces femmes de se relever après une période difficile due à cette pathologie. Ce programme est piloté par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles grâce à une politique de réinsertion socio-économique menée par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. La première phase de ce projet commence par 50 femmes. C'est une subvention non remboursable parce que chacune des femmes a pu bénéficier d'un montant de 7 millions pour qu'elles puissent reprendre leur vie en main. Je suis très satisfaite parce qu'ils m'ont donné le goût d'épargner. C'est-à-dire quand il faut me financer, ça me permettra de faire des activités hors de ce que je fais pour pouvoir un peu épargner mon argent. Cette première étape concerne 50 femmes issues de la capitale Conakry, des régions de Kindia et de Boké. Bien avant, elles avaient bénéficié d'une formation de base en éducation financière et d'une ouverture de compte bancaire crédité. Le Crédit Rural jouera pleinement son rôle par rapport à ce projet. Tout d'abord, vous avez vu, c'est le Crédit Rural qui est en train de former les femmes qui sont bénéficiaires. Ensuite, nous les accompagnerons jusqu'à ce qu'elles aient les fonds. Pour sortir ces femmes de l'isolement social et réduire le taux de pauvreté chez la Guinéenne, le programme désormais est lancé sur le plan national. Il est accompagné par le Crédit Rural de Guinée. Dans l'actualité également, pose de la première pierre du bâtiment qui doit abriter 3 directions importantes du ministère des Postes et Télécommunications. 3 directions, dont celle des agences nationales de la sécurité des systèmes d'information et du service universel des télécommunications et du numérique. L'édifice qui va donc servir de terre doit permettre à ces établissements publics de mener à bien les différentes missions qui leur sont confiées. Mekini Moussa Kamara et Aïssata Marchala. Ce projet prévoit la construction d'un bâtiment R+10 sur un domaine de 2005 mètres carrés situé au centre émetteur de Kipé dans la commune de Ratouma, la construction du futur siège de 3 directions stratégiques du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Plaza Platinum, en tant que maître d'œuvre, s'engage à mettre à disposition notre savoir technique, nos exigences de qualité et notre rigueur de gestion pour livrer dans les délais avec les standards les plus élevés un édifice à la hauteur des attentes du gouvernement et des citoyens. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui fait du numérique un levier de souveraineté, un accélérateur de modernisation de l'administration et un catalyseur de croissance. C'est aussi un étroit partenariat avec la mise en œuvre du projet Simandou, qui veut de ce secteur un vrai levier d'accélération. Avec une durée d'exécution de 18 mois, ces travaux concernent les sièges des directions générales de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informatique, de l'Agence nationale de service universel des télécommunications et du numérique et l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Cette infrastructure vient s'ajouter à la longue liste des infrastructures qui sont déjà réalisées et d'autres en cours de réalisation sur le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, par ses nombreuses ambitions
non seulement diversifier sur le plan institutionnel, c'est de doter l'ensemble des départements sectoriels d'un cadre de travail décent. Ces futurs sièges visent à offrir un cadre institutionnel et logistique propice au développement de l'écosystème numérique guinéen. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics visite les chantiers routiers et des ouvrages en cours de réalisation. Laye Sékou Camara s'est rendu à Bambeto pour visiter l'échangeur avant d'aller sur les 5 ponts en réalisation dans le Grand Conakry. Cette tournée consiste à toucher du doigt le niveau d'exécution des différents projets. Abakar Junior Camara. Aussitôt installé dans ses fonctions de ministre des Infrastructures et des Travaux publics, le ministre Laye Sékou Camara entame une série de visites dans les grands chantiers de la République. Première étape, l'échangeur de Bambeto. Ici, les travaux de finition sont en cours après la visite des 8 bretelles qui entourent l'ouvrage. Le seul constat amer est le comportement indélicat de certains individus qui transforment déjà ces bretelles en dépotoirs d'ordures. Le ministre promet l'application correcte de la loi qui protège le patrimoine routier guinéen. De là, le ministre est rendu sur le projet de 5 ponts. Là également, les travaux s'exécutent dans les règles de l'art et plusieurs ponts sont déjà terminés. Les travaux d'embellissement sont en cours par endroits. L'urgence est partout dans le secteur des routes en Guinée. Mais le ministre cherche d'abord à faire le diagnostic de tous ces projets d'infrastructure en cours d'exécution dans le pays. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Énergie entame lui aussi une série de visites dans les services relevant de son département. À Conakry, Namouri Camara et son équipe se sont rendus à la Société Électricité de Guinée, EDG. Une visite de terrain pour faire l'état des lieux, identifier les défis du secteur et amorcer des solutions concrètes afin de garantir la desserte en courant pour les populations. Nabi Camara. Pour sa toute première sortie, après sa prise de fonction, le ministre de l'Énergie a choisi Électricité de Guinée. Ici, Namouri Camara est venu à la rencontre de la direction générale pour se faire une idée de la situation d'ensemble dans cette entreprise avant de faire face au vaste programme d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le pays. C'est une visite de contact pour s'informer et savoir quelles sont les principales activités de l'EDG, quels sont les défis, quelles sont les perspectives, pour pouvoir ensemble voir comment apporter les changements au niveau de l'EDG. Gandou Barry, le directeur général, a saisi l'occasion pour présenter son service et dégager les axes prioritaires visant à renforcer les capacités de l'EDG. Le ministre de l'Énergie a insisté sur la nécessité d'une fourniture électrique stable, continue et de qualité qui répond aux exigences des populations. C'est la première structure du département à être reçue par M. le ministre. C'est un très grand honneur pour nous, mais c'est aussi de la pression qu'il nous met parce que le secteur est très sensible, les défis sont élevés, mais c'est un grand privilège. Et il nous a réitéré son soutien total. Et nous avons aussi pris les engagements de travailler dur pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Le tout nouveau ministre de l'Énergie poursuivra cette série de visites qu'il a entamées ici à EDG dans les autres services de son département les prochains jours. Avant de poursuivre ce journal, le contenu de ce communiqué de la Direction générale des élections. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction générale des élections, constate avec préoccupation la tenue depuis quelques jours des campagnes relatives au référendum constitutionnel initiées de manière unilatérale par certains citoyens sur le territoire national. Cette attitude constitue une violation des dispositions de la loi L 2025-012 CNT fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée, notamment de son article 17 intitulé « De l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire au terme duquel la campagne pour le référendum constitutionnel est ouverte 21 jours avant la date du scrutin. Elle est close 48 heures avant la date du scrutin. Pendant la campagne, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi.
de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du président de la République 30 jours au moins avant la date du scrutin. En conséquence, la Direction générale des élections DGE invite instamment l'ensemble des citoyens à s'abstenir de toute activité assimilable à une campagne liée au référendum constitutionnel en vue de se conformer strictement aux dispositions légales en vigueur. La Direction générale des élections tient à préciser que cette invite ne vise aucunement la campagne officielle de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en cours sur l'ensemble du territoire national. Conakry, le 8 août 2025, la directrice générale, Madame Kamara Dienabou Touré. Une séance de formation et de sensibilisation pour les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ils renforcent leurs connaissances sur les procédures de passation de marché en lien avec les projets financés par l'Agence française de développement. Le département et ses partenaires veulent outiller les participants pour leur permettre de gérer efficacement les dossiers qui leur sont soumis. Marwan Kamara. Dans les locaux d'Expertise France, le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage a organisé avec ses partenaires techniques et financiers une séance de formation et de sensibilisation cadre sur les enjeux et procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'AFD. Désormais, tout le monde sera informé et tout le monde sera conscientisé pour ce qui concerne les enjeux liés à la passation des marchés et les performances, les capacités des différentes personnes ressources au niveau du ministère de l'Agriculture seront renforcées. Pendant des heures, les échanges se sont orientés vers les mécanismes et les enjeux de la passation des marchés publics et la nécessité du renforcement des capacités des acteurs sur le rôle et responsabilité, mais aussi et surtout le cadre juridique et institutionnel des commandes publiques. Le ministère de l'Agriculture, disons, bénéficie de beaucoup d'accompagnement par les partenaires techniques et financiers. Et très souvent, en termes de décaissement, les taux sont pas assez faibles. Et donc, je crois que l'idée ici, c'était de les outiller pour leur permettre effectivement non seulement de maîtriser les procédures, de prendre conscience également d'un certain nombre de dispositifs. L'AFD qui nous accompagne depuis plusieurs années met en œuvre avec nous un certain nombre de projets et programmes qui sont indispensables pour le développement de l'agriculture et de l'élevage de la Guinée. Alors pour une certaine compétitivité pour atteindre les objectifs de ces projets et programmes, cette formation a été initiée pour permettre aux techniciens qui s'occupent de la passation de marché de pouvoir accélérer les dossiers. Étant un levier essentiel de la commande de l'État, les marchés publics jouent un rôle crucial dans le financement et la réalisation des projets de développement. Dans le reste de l'actualité tenue à Fourekaria, des travaux du conseil administratif préfectoral, occasion pour les acteurs de faire le bilan des activités de 2024 et de corriger les dysfonctionnements. Il a été question aussi de procéder à l'adoption du budget annuel qui se chiffre à plus de 41 milliards de francs guinéens pour l'exercice 2025. Moussa Bangoura et Sidiki Sissé sont de retour de Fourekaria. Voici leur compte-rendu. Fourekaria, dans l'élan du développement, ici à la préfecture, le conseil administratif préfectoral est organisé. Administrateurs territoriaux et cadres des différents services publics prennent part à la rencontre. Il s'agissait pour ces acteurs de faire l'état des lieux, des activités exécutées, corriger les manquements, mais également élaborer des plans d'action pour cette année. Le conseil administratif préfectoral étant l'instance suprême de prise de décision, je vous invite à mener des débats francs et fructueux afin de produire des résultats cohérents. C'est le lieu de vous assurer que les recommandations qui seront issues de cette session ne doivent souffrir d'aucune entorse dans leur application. Cet espace d'échange a permis surtout à ces cadres de procéder à l'adoption du budget annuel, exercice 2025. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 44 milliards de francs guinéens, repartis entre la préfecture, la commune urbaine et les 10 sous-préfectures. À partir de ce CA,
nous avons compris que le bien de l'État est géré, le bien de l'État est suivi. À partir de ce CA, nous avons encore une planification sur le plan de développement. Pour mieux épauler l'administration préfectorale dans le développement des collectivités, des plaidoyers ont été faits pour la finition du bloc administratif préfectoral, la réhabilitation des pistes rurales et le rétablissement des digues de protection de Benti, Kabak et Kakosa. Merci à Moussa Bangora pour toutes ces explications. Nous allons parler maintenant de la réparation progressive et sûre des dégâts matériels et environnementaux causés, vous vous rappelez, par l'explosion du dépôt des hydrocarbures de Koronti. La décontamination des sites pollués était très attendue et c'est justement ce qui va être le cas dans quelques jours puisque ces travaux de décontamination viennent d'être lancés officiellement à Kaloum. C'était en présence des services spécialisés et des autorités locales. Mamadou Alpha Baldé. Dans le processus de réparation des dégâts causés par l'explosion du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, la décontamination est un des axes prioritaires. Le processus est piloté par le ministère en charge de l'environnement, une structure spécialisée dans la décontamination des substances chimiques comme les hydrocarbures devra exécuter les travaux sous l'œil vigilant des services techniques du gouvernement. Pourquoi une décontamination est-elle nécessaire? Parce que les incidents de grande ampleur impliquant des hydrocarbures peuvent libérer des substances chimiques toxiques susceptibles de contaminer durablement les sols, l'air et les nappes phréatiques. L'opération de décontamination vise donc à éliminer ou neutraliser ces polluants afin de garantir un environnement sain, sécurisé et viable pour les populations. Je voudrais également saluer la mobilisation des populations riveraines, des organisations de la société civile et des services techniques dont la collaboration active sera essentielle pour la réussite de ce projet. Ensemble, œuvrons pour que cette action de décontamination soit un modèle de réussite. Déjà, les 11 chefs de quartier et leaders sociaux de Kaloum sont impliqués dans le projet. Des formations spécifiques leur seront dédiées et ils devront participer à des opérations de sensibilisation de proximité des populations. Prendre les jeunes de Kaloum pour la sensibilisation, c'est vraiment une bonne chose. Et nous sommes très heureux par rapport à cette situation parce que ces jeunes connaissent mieux Kaloum, mais aussi les citoyens de Koronti. Pour rappel, c'est en décembre 2023 que le dépôt de Kaloum a pris feu avec de nombreux dégâts humains et matériels. Dans le registre de lutte contre les inondations, des initiatives locales se multiplient à Kankan. Il s'agit de valider la carte des zones inondables afin de mettre en place un système d'alerte précoce régionale. C'est un appui du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Un appui pour éviter le débordement du fleuve Milo pendant la saison des pluies. Yamokaba. Pendant la saison pluvieuse, le débordement du Milo, affluent du fleuve Niger, pose des défis majeurs à la ville de Kankan. Pour éviter des dégâts, un système d'alerte précoce régionale est en cours d'implantation. Il est initié par le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Au cœur de ce conclave ici à Kankan, valider l'étude sur l'élaboration de la carte des zones inondables. Ensemble, les acteurs vont définir des actus d'exploitation du nouvel outil pour tourner la passe des inondations. C'est un outil important de communication qui est utile pour les décideurs pour mieux orienter donc les décisions en situation d'inondation ou de tiers sévère. Nous avons identifié un consultant national qui est du pays, qui connaît les réalités de la Guinée et de Kankan, qui a élaboré une carte à partir de données qu'il va nous expliquer. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'améliorer cette carte, c'est de voir si la carte représente la réalité sur le terrain. L'objectif, c'est d'éviter, donc à travers la carte et la participation de tout un chacun à la prise de conscience des habitants, vraiment on peut aboutir à cet objectif. Déjà sur le terrain, à Kankan, des zones à risque d'inondation
sont identifiés. Des efforts à mutualiser pour valider la carte des zones inondables et clarifier le rôle des principaux acteurs et usagers dans le système d'alerte précoce. Kankan étant une ville traversée par un grand fleuve qu'on appelle Milo, et nous sommes souvent confrontés à des inondations de la ville et à des catastrophes liées, n'est-ce pas, à l'eau. Donc si nous recevons des experts dans ce cadre pour pouvoir étudier des faisabilités et éviter les risques liés à ces inondations, je pense que c'est une grande opportunité pour la population de Kankan. La Banque africaine de développement soutient le programme pour établir un système d'alerte précoce régional plus performant. Autre combat, la lutte contre les caprices du climat pour limiter les dégâts. L'actualité de ce soir nous amène également au cœur de la délégation spéciale de la commune de Manéa qui a lancé hier la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. L'objectif pour les autorités locales est d'expliquer largement aux populations le contenu ainsi que les grandes innovations de la future loi fondamentale. Alpha Siagaba. À Manéa, porte d'entrée de Conakry, la sensibilisation bat son plein autour du projet de nouvelle constitution. À langue nationale, les citoyens des différents quartiers reçoivent des explications claires sur les grandes innovations du projet de nouvelle constitution. La cérémonie est une cérémonie de lancement communal de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Officiellement pour pouvoir autoriser les différents acteurs, les chefs quartiers, le comité institué à cet effet pour les autoriser à aller expliquer aux citoyennes et aux citoyens de Manéa le contenu de ce projet qui est le leur. La délégation spéciale de la commune de Manéa prévoit une campagne de sensibilisation porte à porte pour toucher davantage des ménages et favoriser une meilleure compréhension du contenu de la future loi fondamentale. Cette nouvelle constitution n'est pas pour un individu, c'est pas pour un groupe, mais plutôt pour une république, pour qu'on a les institutions fortes. Lorsque nous prenons les différentes innovations contenues dans la nouvelle constitution, nos langues nationales sont considérées au même titre que le français comme langue officielle de la République de Guinée. Donc la vulgarisation avec ce comité communal mis en place déjà sera faite dans toutes les langues nationales. Manéa veut pleinement jouer sa partition, vulgariser le projet de nouvelle constitution dans cette zone en pleine croissance est perçu comme un impératif. Et comme on le voit donc à l'approche du référendum du mois de septembre prochain, la dynamique citoyenne se renforce de plus en plus autour de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À Kindiadi, comme partout ailleurs, la synergie d'action permet d'expliquer les différents articles de ce texte fondateur, une mobilisation qui reflète un réel désir de participation démocratique et d'engagement pour l'avenir de notre pays. Cheikh Sanoussi Sankon. La vulgarisation du projet de la nouvelle constitution s'impose aujourd'hui comme un véritable exercice citoyen auquel s'adonnent avec enthousiasme les Guinéens désireux de faciliter la compréhension des 199 articles qui la composent. À travers tout le pays, comme ici à Kindiadi, dans la commune de Dubrika, des séances d'explication sont organisées dans les langues locales pour permettre à chacun de s'approprier le contenu de cette nouvelle loi fondamentale. À Kindiadi, cette initiative portée par les autorités locales s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale visant à garantir à chaque Guinéen le droit de mener une vie digne et épanouie. Cette constitution, c'est pour toute la Guinée. C'est pourquoi notre CNT, ils ont fait des démarches préalables. Ils ont venu chercher toute la population, ils sont partis par tout le pays pour demander tout un chacun son avis par rapport à la vie nationale. C'est ce qui se trouve dans cette constitution. Cette campagne de vulgarisation interpelle tous les Guinéens, car aucun aspect de la vie de la nation n'a été laissé pour compte. Cette constitution est pensée pour nous ressembler et surtout pour nous rassembler. C'est pour nous un engagement et un sentiment de réconfort de voir aujourd'hui que cette vulgarisation de la nouvelle constitution va permettre pour une première fois à la population guinéenne de s'associer et de donner son avis par rapport à ce qui va se passer.
Dans cette localité, en présence des autorités communales, les échanges dans la langue du terroir ont permis une réelle adhésion des populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur fierté d'être pleinement impliquées dans ce tournant historique du pays. Les douaniers de l'intérieur du pays sont également sensibilisés sur les enjeux du projet de nouvelle constitution. C'est une campagne nationale portée par la Direction générale des douanes pour permettre aux soldats de l'économie de s'approprier le contenu du document et de le vulgariser à leur tour. À Mamou, on fait le point avec Mamadou Paté-Baldé. C'est une mission de la Direction générale des douanes qui est en tournée à l'intérieur du pays. À la tête d'une importante délégation, la mission a fait escale dans la région douanière de l'Abbé. L'équipe de la Direction générale a conféré avec l'ensemble des douaniers à Mamou. Objectif, renforcer les capacités des agents sur le contenu du projet de la nouvelle constitution afin de poursuivre sa vulgarisation auprès de leurs collègues et de leurs familles. Raison que monsieur le ministre du Budget a instruit monsieur le directeur général des douanes, le colonel Cheikh Gadiri Kondé, de procéder à la vulgarisation auprès de tous les services douaniers et tous les agents de douane. Et que ces mêmes agents soient interprètes auprès de leurs familles et des collègues qui sont restés dans les services pour des besoins de continuité. Le directeur de la communication et des relations publiques est revenu sur les grandes lignes du projet de la nouvelle constitution. Première partie, on va vous parler des grandes libertés, des innovations apportées au niveau des principes fondamentaux, les droits, les libertés. Deuxième partie, les institutions qui gèrent le pouvoir. Et la dernière étape va consister à vous parler des titres spécifiques. Et d'ores et déjà, moi, je m'engage avec ma région administrative douanière de l'Abbé, qui s'étend Mali jusqu'à Mamou, de démultiplier le contenu de ces textes juridiques. Au lancement des travaux, les autorités de Mamou ont salué l'engagement des services de douane qui, au-delà de leur rôle fiscal, s'investissent dans cet exercice citoyen. En Espagne maintenant, c'est avec engouement que le Conseil des Guinéens accueille le projet de nouvelle constitution. La campagne d'explication est lancée. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et son équipe veulent favoriser une large compréhension de cette loi fondamentale. Explication, Makeme Dozo. Cette réunion est l'étape numéro 2 de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Après la rencontre de travail avec le personnel diplomatique, l'ambassadeur Framoui Mara mobilise la communauté guinéenne à Madrid pour échanger sur le contenu du document. La rencontre a commencé par des échanges d'informations sur l'actualité du pays, puis la lecture de tous les articles du projet et leur explication. Une approche pragmatique pour permettre aux Guinéens d'Espagne de mieux cerner chaque ligne, chaque paragraphe de cette loi fondamentale. J'appelle tout le monde à se saisir de cette loi, à la comprendre, à l'appliquer et à tous les présidents des associations qui sont là, essayer de faire large diffusion, large compréhension. Des milliers de Guinéens vivant dans les autres villes d'Espagne attendent d'être outillés à leur tour. Après cette séance de sensibilisation, les groupes ainsi formés par le Conseil des Guinéens vont poursuivre la campagne. Vous avez le temps de le lire au moins jusqu'au 21 septembre afin que vous mobilisiez. Comme vous le savez, cette année est une année électorale. Tout sera fait cette année. Après les assises nationales, où il y a eu les prises de connaissance de ce que nous pensons de notre pays et tout ce que nous avons dit comme proposition, qu'aujourd'hui qu'on retrouve ces mêmes textes dans cette constitution, ça ne peut être qu'un motif de satisfaction. Avec la convocation du corps électoral, cette étape de sensibilisation est d'une grande importance. Elle permettra à l'ambassadeur et son personnel diplomatique de jouer leur partition dans la compréhension de l'ensemble des articles de ce projet de constitution. Et nous allons terminer ce journal en prenant la direction de la Russie, où les efforts de la jeunesse guinéenne à l'étranger ont été récemment magnifiés.
Une cérémonie spéciale de remise de satisfecit s'est tenue à Moscou en l'honneur des étudiants et doctorants guinéens diplômés. Des moments forts pour reconnaître et célébrer les efforts des récipiendaires en présence des autorités guinéennes et des responsables russes. Saint-Martin Fancinadounou. Dans l'interclub de l'Université russe de l'amitié des peuples de Moscou, la fierté et l'émotion étaient palpables. Près d'une centaine d'étudiants et doctorants guinéens sortants sont célébrés par le bureau fédéral de l'Association des étudiants et doctorants. Cette cérémonie est une cérémonie qui est là pour la promotion des étudiants sortants et aussi qui encourage aussi les étudiants nouvellement venir à être dans cette optique de continuer et à bien étudier. Vous êtes aujourd'hui porteur d'un savoir précieux, d'une compétence dont la Guinée a besoin. Je vous encourage vivement à rentrer au pays, à servir votre peuple avec patriotisme, intégrité et responsabilité. À cette cérémonie, le directeur général adjoint du service national des bourses extérieures, il annonce des nouvelles dispositions nationales en faveur d'une rapide intégration professionnelle des boursiers de retour en Guinée. L'un des objectifs d'octroi d'une bourse à un Guinéen pour venir dans un autre pays, c'est pour pouvoir apprendre toutes les connaissances et puis venir servir au pays. Et nous avons pris toutes les dispositions nécessaires par rapport à ça. On va signer des conventions de partenariat avec beaucoup de structures d'État pour pouvoir absorber tous ces talents. Les étudiants et les doctorants guinéens sortants se réjouissent de la solidarité et de la persévérance qui ont caractérisé leur parcours académique ici en Russie. Je suis très contente d'avoir obtenu ce diplôme dans le domaine de management consulting. Cette deuxième édition des festivités de fin de cycle est marquée par la tenue d'un panel placé sous le thème « L'expérience russe comme tremplin vers un avenir guinéen prometteur ». Une exposition culturelle et match de gala ont couronné l'événement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir reçu. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.